Bonjour à tous, donc merci d'être là pour cette première conférence de la semaine européenne. Et pour commencer, je vais laisser Monsieur Droit faire un discours. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je reviens vous faire un petit coucou, simplement pour partager avec vous le plaisir d'accueillir dans le cadre de cette première conférence, donc de cette conférence inaugurale, Bastien Nivet. C'est à la fois un honneur et un plaisir intellectuel, puisque avec cet intellectuel, cet universitaire et cet auteur, vous allez avoir du grain à moudre pour le reste de la semaine sur les enjeux de la puissance européenne. Bastien Nivet a écrit des articles et des ouvrages majeurs sur cet enjeu, notamment en lien, je pense qu'il en parlera peut-être, avec le concept d'européanisation de la politique européenne de défense et de sécurité. Et il y a un vrai enjeu au niveau évidemment de la question de l'Europe puissance entre l'articulation des intérêts nationaux et puis des politiques et des institutions supranationales sur un sujet aussi sensible que le sujet de la puissance, qui est un des concepts angulaires des relations internationales. Vous avez avec Bastien Nivet un expert de très haut niveau, donc on est vraiment très heureux. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais le titre en fait de la semaine européenne, c'est indirectement un hommage au titre de son ouvrage sur l'Europe puissance, MeToo Réalité, paru il y a quelques années aux presses universitaires de Bordeaux. Donc voilà, je suis ravi de l'accueillir et je vais passer la main à votre équipe en charge de la semaine européenne pour l'animation de cette belle conférence. Merci beaucoup. Je rappelle une dernière fois que, je vois qu'il y a beaucoup de caméras allumées, mais n'hésitez pas à l'allumer, ça permettra de rendre la conférence plus dynamique. Donc, ce qui sape et finit par tuer les communautés politiques, c'est la perte de puissance et l'impuissance finale. Vous terminez votre ouvrage sur les mots d'Hannah Arendt, qui résonnent d'autant plus fortement à l'aune des multiples crises qui secouent l'Europe. Tensions avec la Russie, interrogations sur les relations transatlantiques, incertitude sur la capacité de l'Union à défendre ses intérêts, questionnement sur le rôle d'une union amputée du Royaume-Uni, tout autant de sujets qui sans cesse réveillent et agitent les débats européens. Mais avant tout, l'Europe puissance, c'est un concept. Un concept qui ressurgit régulièrement sur la scène politique et médiatique européenne. Il inspire, il envoûte, il fascine tant d'acteurs politiques qui nourrissent l'espoir d'une ambition particulière pour cette Europe qu'ils aiment tant. Du fait d'une définition polysémique, il est au carrefour de multiples interprétations. Le risque de décalage entre mythe et réalité peut être source d'une trop grande déception à l'égard de l'Union. C'est précisément cette déception-là qui peut venir fragiliser l'édifice européen par des contestations internes. Mais finalement, de quelle puissance parlons-nous? Normative, civile, économique, militaire, culturelle, tant d'aspects hétéroclites qui font le potentiel de l'Europe. Pour l'instant, l'Europe n'a été capable de ne produire que des discours à ce sujet. Acteur tantôt influent, tantôt évanescent, ne serait-il pas temps de dépasser ce complexe européen de la puissance? C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'Europe puissance et nous avons le plaisir d'accueillir M. Bastien Nivet. M. Nivet, après avoir été diplômé en relations internationales de l'Université Paris 13, vous avez obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Université de Lille 2. Vous êtes actuellement enseignant-chercheur à l'école de management Léonard de Vinci à Paris. En tant que chercheur, vous êtes passé par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, ainsi que par l'Institut de relations internationales et stratégiques. Mais vous êtes avant tout un spécialiste des enjeux européens. Enfin, vous êtes l'auteur de l'Europe puissance, mythe et réalité, dans lequel vous exposez une étude critique du concept d'Europe puissance à l'occasion des élections européennes 2019. Monsieur Bastien Nivet, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous partager les visuels qui vont me servir au cours de notre échange. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voyez les choses correctement ou pas. Est-ce que ça apparaît correctement à vos écrans? Tout est bon. Tout est bon. Mais écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Inutile de vous dire que j'aurais préféré vous rencontrer pour de vrai à Strasbourg lorsque vos collègues m'ont contacté il y a maintenant de nombreux mois
pour que l'on conçoive cette rencontre, cette séance ensemble. J'avais dit oui, non seulement parce que ça me faisait plaisir de revenir sur ces sujets qui ont constitué l'essentiel de mon parcours jusqu'à une période récente, ces enjeux européens, relations extérieures de l'Union européenne et puis concept d'Europe puissance. Mais pour tout vous avouer, je me faisais aussi une joie de découvrir un peu vos locaux, de revenir à Strasbourg et d'avoir l'occasion symboliquement de participer à votre semaine européenne dans cette ville éminemment européenne qui est la vôtre. Donc malheureusement, c'est entre deux réunions de crise et entre deux cours que je vous rencontre aujourd'hui. Mais je suis sûr que le plaisir n'en sera pas érodé pour autant. Je voudrais aussi commencer sans fausse modestie en rappelant un concept que vous avez peut-être déjà croisé, qui était à la mode quand j'ai commencé moi à m'intéresser aux questions de politique étrangère européenne, qui était le concept de Capability Expectations Gap. Que Christopher Hill notamment avait mis en avant pour essayer d'expliquer les désillusions à l'égard de ce qu'étaient les premières années de mise en œuvre de la PESC, les premières critiques de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Les premiers retours étaient très critiques et il avait dit mais attention, il avait dans ses travaux dit attention, on a peut-être placé trop les attentes à l'égard de l'Union européenne, ce qui explique ce niveau de déception. Donc j'espère que dans l'heure et demie qui vient que l'on va passer ensemble, compte tenu des présentations particulièrement élogieuses qui ont été faites de ma personne et de mes travaux, je ne vais pas être victime de ce Capability Expectations Gap. J'espère que vos collègues étudiants et puis mon homologue dans votre premier cycle n'ont pas placé la barre des expectations trop haut, à un point qui susciterait dans l'heure et demie qui vient beaucoup trop de désillusions de votre part. Alors, comme vos collègues l'ont dit, et si vous suivez l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous pouvez constater vous-même que ce concept d'Europe puissance est un fragment de discours européen particulièrement récurrent. Et d'ailleurs, on a la chance, là, à l'heure où nous discutons, d'avoir une de ces périodes un peu spécifiques où l'Europe puissance revient comme un fragment de discours politique ou comme un fragment d'analyse médiatique des enjeux européens particulièrement récurrent. Vous voyez par exemple que l'actuel ministre des Affaires européennes, particulièrement dynamique, particulièrement actif, insiste beaucoup dans chacune de ses interventions médiatiques, par exemple, sur ce concept d'Europe puissance. Donc, on assiste ces derniers mois à une de ces résurgences chroniques de ce concept d'Europe puissance comme fragment de discours politique ou fragment d'analyse, de traitement médiatique des enjeux européens. Ce que je voudrais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est essayer de voir, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Est-ce bien sérieux de parler de l'Union européenne comme une puissance? Sinon, comment rendre compte malgré tout de l'action extérieure de l'Union européenne? Et si oui, de quel type de puissance parle-t-on? Avant cela, je voudrais recontextualiser un petit peu ces sursauts de mobilisation de ce concept d'Europe puissance en l'inscrivant un petit peu dans une durée historique que vous connaissez probablement, mais que je souhaiterais un petit peu rappeler. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit un peu carte postale là, qui apparaît à vos écrans. Cet endroit, c'est la ville de Mostar, en Bosnie. Et voilà à quoi ressemble cet ancien pont médiéval de Mostar au jour d'aujourd'hui, avec cette vision un petit peu carte postale. Quand j'étais à peine plus jeune que vous, voilà à quoi ressemblait la ville de Mostar et ce fameux pont qui était hautement symbolique parce qu'il reliait des quartiers, des communautés différentes de la ville de Mostar historiquement. Voilà à quoi ressemblait ce pont de Mostar en 1900, l'année de sa destruction, en 1993, au moment de l'implosion de la Yougoslavie. Je vous montre ces photos parce que ces images ont été pour moi, alors que j'avais votre âge ou un tout petit peu plus jeune, le fondement, l'origine, l'étincelle qui a fait m'intéresser aux enjeux européens, m'intéresser à l'Union européenne et en particulier à son rapport à la puissance, à son rapport à son voisinage, à son rapport aux conflits, aux crises qui émaillaient cet environnement de l'après-guerre froide qu'on voyait se matérialiser, se déployer sous nos yeux. En 93, à ce moment-là, l'impuissance individuelle et collective des États membres de ce qui venait d'être instauré comme l'Union européenne avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993
Cette impuissance contrastée avec cette instauration officiellement de l'UE, ça vous l'avez déjà sûrement appris dans tous vos cours, vous le savez, qui instaurait aussi, qui prétendait instaurer une politique étrangère et de sécurité commune. Et puis 93, c'était aussi l'année d'accomplissement du grand marché intérieur. Et pour les gens de ma génération, cette année-là, ce moment-là, a marqué une interrogation fondamentale sur ce que pouvait ou devait être l'Union européenne dans le monde de l'après-guerre froide. N'y avait-il pas un contraste, n'y avait-il pas une sorte de paradoxe, une contradiction dans les termes, pour prendre un concept qu'on va discuter ensemble dans quelques minutes, entre ce grand projet européen qui se déployait sous nos yeux, qui en 93 prétendait devenir autre chose qu'un projet simplement économique, financier, marchand et de marché intérieur. Et puis cette incapacité, cette difficulté collective des Européens à assumer des responsabilités aussi politiques et stratégiques dans leur environnement, immédiat. Je vous montre ces images pour vous montrer que les débats actuels sur l'Europe puissance, et le fait que ce soit aujourd'hui un concept très fréquemment mobilisé, par exemple par les autorités françaises, dans leurs échanges avec l'opinion publique ou dans leurs interventions dans les médias, il nous faut nous rappeler eh bien, qu'ils s'inscrivent dans une historicité, dans un temps long, qui date peut-être même presque d'avant les débuts de la construction européenne telle que nous la connaissons. Il y a un côté cyclique, historique de ce concept d'Europe puissance et de sa mobilisation. Il reste aussi de cette période une question que j'aimerais bien que vous vous posiez, qui est une question, à vrai dire, que je me pose encore. Alors ça peut paraître paradoxal d'avoir eu la prétention d'écrire des articles, de faire des cours et de publier un ouvrage sur le sujet. Cette question, j'aimerais bien que vous vous la posiez ou qu'on se la pose ensemble. Est-ce que parler d'Europe puissance fait sens? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que la construction européenne, qui a abouti provisoirement à ce que l'on connaît, à ce que vous vivez comme l'Union européenne, veut dire quelque chose du point de vue de la puissance? Est-ce que accoler l'Union européenne comme résultat provisoire de la construction européenne d'une part, et puis la puissance, ce concept un petit peu central, surplombant pendant une longue période des relations internationales, veut dire quelque chose? Pourquoi ce fragment de discours européen est aussi récurrent, alors que l'actualité fréquemment nous donne à voir une réalité tout autre? Regardez par exemple la récente visite du représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère en Russie. Regardez ces dernières années les difficultés des Européens à articuler une réponse collective face au conflit syrien. Il y a un contraste qui doit continuer à vous interroger, à nous interroger, entre d'une part la récurrence de ce concept d'Europe puissance et d'autre part une actualité diplomatique, stratégique, parfois aussi économique, qui tend à nous montrer une Union européenne qui est loin de correspondre à l'image que l'on se fait intuitivement d'une puissance. Donc, de ce point de vue-là, il y a trois questions que j'aimerais qu'on se pose ensemble aujourd'hui. La première, c'est que je viens d'aborder finalement, est-ce que la construction européenne doit quelque part mécaniquement ou naturellement déboucher sur la constitution d'une puissance collective, d'une puissance partagée à l'échelle de l'Union européenne? Ou est-ce qu'au contraire, n'y a-t-il pas une ou plusieurs contradictions fondamentales entre la construction européenne d'une part et l'exercice de la puissance d'autre part, qui signifierait que tout cela ne débouchera jamais sur la constitution d'une puissance partagée? Donc première question que j'aimerais bien qu'on se pose ensemble et qui sera la première partie de mon propos. Europe d'une part et puissance d'autre part, y a-t-il une forme de complémentarité vertueuse entre les deux ou au contraire une contradiction fondamentale, une contradiction dans les termes? Ensuite, de quoi parle-t-on? Deuxième question que j'aimerais bien qu'on se pose ensemble, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de puissance aujourd'hui? La puissance est un concept évolutif, relatif. Ce qui fait la puissance aujourd'hui n'est pas forcément ce qui faisait la puissance il y a 2 décennies ou ce qui fera la puissance dans 2 décennies. Qu'entendent nos acteurs, nos responsables politiques lorsqu'ils parlent de puissance aujourd'hui? Et de ce point de vue-là, comment évaluer, comment mesurer le potentiel, la capacité ou l'action de l'Union européenne au regard de ces définitions ou de ces critères de la puissance? Et puis, troisième partie, troisième interrogation, qui sera plutôt une ouverture, une invitation à la discussion entre nous. S'il reste, alors j'anticipe un peu sur mon contenu, mais
S'il reste difficile de qualifier l'Union européenne comme une puissance, pourquoi ce concept, ce fragment de discours politique est-il aussi récurrent? Pourquoi les diplomates français notamment insistent-ils aussi lourdement sur ce concept? Pourquoi trouve-t-on une littérature aussi florissante sur ce concept d'Europe puissance si la réalité est parfois un petit peu plus incertaine, plus délicate? Donc voilà un petit peu les questions que j'aimerais bien que vous vous posiez et qui sont des questions que je me pose encore aujourd'hui, hein, sans fausse naïveté et qui j'espère alimenteront nos échanges dans quelques minutes. Alors, première question, l'Europe et la puissance, est-ce qu'il y a une antinomie, est-ce qu'il y a une sorte de contradiction entre les deux ou au contraire, les deux sont fortement complémentaires? Historiquement, dans la construction européenne, il y a eu très tôt cette vision très classique, hein, vous la voyez dans beaucoup de discours politiques, par exemple, consistant à dire que un peu de façon un peu syllogistique, un peu mécanique, un ensemble formé par différentes composantes, ici différents États, constitue forcément quelque chose de plus puissant, de plus important, de plus influent que ces composantes prises individuellement. Alors évidemment, vous avez le droit de trouver que c'est vrai, faux, etc. On va en discuter ensemble, bien entendu, hein. Mais cette idée selon laquelle l'union fait la force, alors l'union fait la force, ce n'est pas la devise de l'Union européenne, hein, qui est unie dans la diversité, comme vous le savez, mais c'est un slogan, un motto qui correspond bien à l'Union européenne et à la vision qu'en ont beaucoup d'observateurs ou d'acteurs qui tendent à soutenir l'idée selon laquelle la construction européenne ne peut que déboucher sur un acteur plus influent ou plus puissant que ses composantes prises individuellement. On trouve cette justification de la construction européenne dès la déclaration Schuman, finalement, du 9 mai 1950, lorsque Schuman propose à travers la construction de la CECA la constitution d'un acteur qui sera à même de peser sur la destinée du monde, d'assumer des responsabilités. C'est un peu cela qui est mis en avant. Lorsque, dans les années 60, dans ce qui est alors que le GATT, ce sont des choses que vous connaissez évidemment, dans le cycle de négociation du Kennedy Round, pour la première fois, les négociateurs américains ont en face d'eux non pas 6 négociateurs, 6 États, les 6 États membres fondateurs alors de la CE, mais un interlocuteur unique qui commence à négocier au nom des 6 États membres, eh bien, ça commence à renverser un petit peu le rapport de force et à renforcer la capacité collective de ces États à négocier leurs relations commerciales extérieures avec l'un de leurs partenaires fondamentaux, en l'occurrence les États-Unis. Et on voit là apparaître cette image selon laquelle eh bien, la construction européenne, progressivement, parce que l'union fait la force, entre guillemets, ne peut que constituer un ensemble plus important que ses composantes prises individuellement. Et vous voyez là un peu une première explication, un premier argument un petit peu arithmétique, consistant à penser que l'Union européenne ne peut que déboucher sur une forme de puissance. Si on fait un saut dans le temps vers la période actuelle, lorsque vous avez des acteurs politiques, par exemple, qui mettent en avant le fait qu'au sein de l'OMC, c'est l'Union européenne en tant que telle qui négocie et qui discute et qui règle ses différends au sein de l'organe de règlement des différends de l'OMC avec les autres grandes puissances commerciales internationales, et que cela permet de mieux défendre les entreprises européenne, de mieux défendre les intérêts commerciaux de l'Union européenne, eh bien, vous avez là une matérialisation concrète de cette vision selon laquelle plus on s'intègre, plus on construit l'Europe, eh bien, plus cela constitue un ensemble plus puissant que ses composantes prises individuellement. Alors, ce sont des arguments, c'est une manière de lire la construction européenne, vous le voyez, qui est très optimiste, qui tend évidemment à associer de façon positive construction européenne d'une part et puissance d'autre part, qui peuvent trouver une forme de rationalité qu'on peut vérifier sur des enjeux comme les questions commerciales, comme certaines questions économiques, etc., qui se vérifient beaucoup moins historiquement dans d'autres registres, dans d'autres champs de l'intégration européenne, ou des champs qui en étaient absents, comme les questions de politique étrangère ou de sécurité, par exemple. À cette vision selon laquelle l'Union européenne, ce qui était la CE au départ, ne pouvait que constituer une forme de puissance. Très tôt, dès le début des années 70,
est venu s'opposer des visions un petit peu alternatives qui certes constataient que la construction européenne donnait naissance à un acteur influent, pouvait donner naissance à une forme d'acteur international, voire une forme de puissance, mais que celle-ci ne serait pas et ne serait jamais une superpuissance. Ces concepts, par exemple, dès le début des années 70, émerge le concept de puissance civile, par exemple, popularisé par François Duchesne, qui, à ceux qui voyaient, au regard des prémices de la construction européenne et de cette vision selon laquelle l'Union fait la force, l'émergence d'une future superpuissance. On a dès le début des années 70 John Galtung qui suggère l'émergence d'une superpuissance européenne. Eh bien, à cette vision très optimiste, d'autres apportent une réponse un petit peu plus nuancée en affirmant que ce qui se construit sous nos yeux, ce n'est pas une superpuissance, c'est une puissance d'un genre nouveau. Et que par définition, par nature, par essence, j'aurais tendance à dire, la construction européenne, qui n'était alors que la CE dans les années 70, ne pourrait pas donner naissance à une superpuissance au sens classique du terme, mais à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. À travers ce concept de puissance civile, François Duchesne soulignait notamment l'exercice d'une forme de puissance spécifique, alternative, nouvelle, qui était propre, selon lui, à la puissance que pouvait exercer un ensemble particulier, un acteur international particulier, comme la CE d'alors. Selon lui, la CE n'était pas et ne pouvait pas devenir une puissance au sens classique du terme, notamment au sens militaire et nucléaire à l'époque, dans le contexte de la guerre froide du terme, mais son rôle, sa puissance, s'exercerait par sa capacité à civiliser ou civilianiser son environnement international par des réseaux, par des négociations, par des accords diplomatiques, etc. Et puis on l'oublie un petit peu, mais le concept de puissance civile européenne de Duchesne valait pas seulement dans la définition des rapports de cet ensemble européen au monde, mais aussi dans le rapport entre Européens eux-mêmes. Et ce que Duchesne mettait en avant à travers le concept de puissance civile, c'est aussi la capacité de la construction européenne à civiliser ou à civilianiser les relations entre États membres eux-mêmes, des relations désormais basées sur le droit, sur la négociation, et non pas sur la conflictualité entre eux, par exemple. Ce concept de puissance civile est peut-être celui qui a le mieux résisté au temps et aux critiques, parce qu'il a permis de tenir compte des avancées, des évolutions successives de l'Union européenne. Forgé au regard de ce qu'étaient les premières étapes de la CE, la mise en place du marché commun, les premières politiques de coopération et d'aide au développement dans les années 60, ce concept pouvait encore trouver une forme d'opérationnalité avec la signature de l'acte unique européen et les prémices de la coopération politique européenne. Et puis, même après l'instauration d'une politique étrangère et de sécurité commune à partir de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 93, eh bien, cette politique étrangère européenne, on en reparlera un petit peu plus tard, ressemblait plus à une politique de puissance civile n'insistant pas sur la conflictualité, le rétablissement, l'usage de la force, mais plutôt sur d'autres registres d'action, comme l'usage du droit, de la négociation, la prévention des conflits, etc. Et même après les plus récents développements en matière de sécurité et de défense et le très timide début de militarisation, entre guillemets, de l'Union européenne, eh bien, certains ont pu rétorquer que l'Union européenne restait malgré tout une puissance civile parce que lorsque l'on regarde, on le fera ensemble dans quelques minutes, les types de missions et d'opérations menées par l'Union européenne, eh bien, l'Union européenne est, par rapport à certains États membres ou certains acteurs comme les États-Unis, un acteur qui, même lorsqu'il fait de la sécurité et de la défense, le fait d'une façon qui peut être qualifiée d'un petit peu civile. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, puissance civile, et puis autre concept qui est venu rendre compte de ce que pouvait être peut-être, ou ce que devait être la spécificité de la puissance d'un acteur original comme la CE ou l'Union européenne, le concept de puissance normative, vous l'avez sûrement déjà croisé aussi. C'est un concept qui a notamment été forgé par Ian Manos,
et qui cherchait à rendre compte, c'est un concept un petit peu voisin du concept de puissance civile, qui a cherché à rendre compte, dans le contexte de l'après-guerre froide, du rôle spécifique de l'Union européenne dans l'instauration de normes internationales. Alors ça peut être des normes écrites, des traités, des conventions, la création d'organisations internationales comme l'OMC, etc., mais aussi des normes non écrites, des normes comportementales sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans les relations internationales. Ce concept de puissance normative, par exemple, a pu permettre de rendre compte de la façon dont l'Union européenne s'engageait dans des processus de paix, dans des accords multilatéraux de type Kyoto, COP, etc., tout en demeurant un acteur peut-être malaisé avec les registres plus classiques, plus coercitifs de la puissance, liés notamment à l'usage de la force militaire. Là encore, le concept de puissance normative est un concept qui a connu d'autant plus de succès qu'il était assez malléable. Derrière ce concept de puissance normative, différents auteurs, différents acteurs politiques ont pu mettre des définitions un petit peu différentes, et cet aspect un petit peu plastique, un peu malléable de ces concepts de puissance normative et de puissance civile explique peut-être en grande partie leur succès. Une partie des débats qui a agité la communauté académique depuis 2 décennies a consisté à s'interroger sur le fait de savoir si le développement d'une dimension de sécurité et défense dans l'Union européenne, on en reparlera un petit peu plus tard, eh bien, annonçait la fin de cette puissance européenne dite spécifique que soulignent les concepts de puissance civile et puissance normative, et l'émergence d'une forme de puissance globale, désormais globale à la fois dans le sens géographique du terme, mais aussi dans le sens thématique, couvrant l'ensemble des leviers et des outils de l'influence, ou si malgré tout l'Union européenne restait un acteur spécifique qui ne correspondrait jamais au schéma classique de la puissance. Donc vous voyez que c'est une première remarque que je souhaiterais faire. Pour accoler le qualificatif de puissance à la CE ou à l'Union européenne, les observateurs ont dû tordre un petit peu le concept de puissance pour permettre à l'Union européenne d'y accéder. Et que ça montre quelque part que parler de l'Union européenne comme une puissance, ça ne va pas forcément de soi. Lorsque l'on parle des États-Unis comme une puissance, ça ne suscite pas spécifiquement de questions. On peut certes s'interroger sur le fait de savoir si, au jour d'aujourd'hui, les États-Unis brillent plutôt par leur soft power, leur hard power ou leur smart power ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, parler des États-Unis comme d'une puissance ne pose pas beaucoup de questions. Dans le cas de la construction européenne, vous voyez qu'il a fallu tordre un petit peu conceptuellement la puissance pour pouvoir permettre à l'Union européenne de se voir accoler ce statut. Et de ce fait, en parallèle de ces conceptualisations de la construction européenne et puis de l'Union européenne comme une puissance, se sont opposées des critiques vives réfutant que l'Union européenne puisse se voir qualifiée de puissance. Alors, dans les critiques les plus radicales, consistant à nier à la CE d'alors ou l'UE d'aujourd'hui ce qualificatif de puissance, il y a eu, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la sociologie des RI de Marcel Merle, par exemple, des auteurs que vous voyez, par exemple, dans l'école dite réaliste des relations internationales, des auteurs qui ont dit que, par définition, la CE ou l'Union européenne ne pouvait pas être une puissance parce que ce n'était pas un acteur. Donc, pas d'acteur, pas de puissance. Alors, c'est un petit peu syllogistique aussi, mais au-delà de ce côté un petit peu simpliste, il y a une vraie critique à l'égard de l'idée de puissance européenne dont il faut tenir compte, qui est que ces critiques insistent sur le fait qu'à travers la CE ou l'Union européenne, certes, on regarde un acteur, mais on regarde aussi un collectif d'acteurs, un collectif d'États membres. Et les critiques les plus virulentes, les plus fermes à l'égard de ces concepts d'Europe puissance, eh bien, ont souligné que l'Europe ne pouvait pas être une puissance parce qu'elle n'était qu'un collectif d'États. Elle ne représentait qu'un groupe d'États souverains et n'était pas en elle-même une puissance parce qu'elle dépendait de ses composantes. Alors la critique peut paraître un petit peu radicale, mais
Regardez par exemple la façon dont des débats de ces derniers jours, comme les débats sur Nord Stream par exemple, entre la France, l'Allemagne et la Russie, eh bien, montrent que cette Union européenne reste composée de différents États et que l'expression d'une voix unique, l'expression d'une posture, d'une diplomatie commune, eh bien, reste conditionnée aux États membres qui continuent à constituer des composantes, des blocs essentiels de cette Union européenne. Un petit peu plus loin, on se rappelle, alors vous êtes trop jeune, mais vous l'avez sûrement appris dans vos cours, qu'en 2002-2003, par exemple, lorsqu'il s'agissait de justifier, de défendre l'hypothèse d'une guerre en Irak, eh bien, la diplomatie américaine s'était attachée à diviser les Européens, à faire en sorte d'enfoncer un coin diplomatique dans la politique étrangère et de sécurité commune pour qu'il n'y ait pas de consensus européen sur cette question-là. Et les États membres de l'Union européenne s'étaient alors effectivement très vivement divisés sur la question de l'opportunité de ce conflit en Irak. Et vous voyez, je vous ai mis un petit dessin là, qui illustre, qui nous rappelle un petit peu cette faiblesse un petit peu intrinsèque, fondamentale de l'Union européenne dans son rapport à la puissance, qui fait écho à l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne dans son ensemble en 2012. Prix Nobel de la paix qui récompensait un acteur unique, mais dont l'image vous montre aussi, nous rappelle que cet acteur, il est aussi composé d'États membres aux intérêts parfois différenciés, divergents, et chacun défendant ses propres intérêts, son propre point de vue. Donc ça, c'est historiquement une première critique, une première nuance fondamentale que l'on peut apporter à cette vision selon laquelle l'Union européenne peut et doit naturellement devenir une puissance. Il y a une deuxième critique qui a historiquement tendu à nuancer les visions optimistes sur le rapport de l'Europe à la puissance. C'est le fait que pendant les premières décennies de la construction européenne, il a semblé y avoir une déconnexion entre la construction européenne d'une part, en tant que processus de coopération, d'intégration entre un certain nombre de pays européens, et puis l'exercice de responsabilité internationale ou stratégique, que résume un petit peu cette image qui incarne la métaphore d'Européens se construisant, se protégeant sous un parapluie otanien. Vous reconnaissez le logo de l'Alliance Atlantique sur ce petit parapluie. Alors là encore, ça fait écho à une critique historiquement très développée à l'égard de l'émergence d'une possible puissance européenne. L'une de ces critiques dans les critiques les plus connues en la matière, il y a ce fameux article de Hedley Bull dans lequel il parle de Civilian Power, a Contradiction in Terms, une contradiction dans les termes, où finalement il dit qu'il y a une sorte de contradiction insurmontable, une contradiction dans les termes à parler de l'Europe comme d'une puissance civile, en arguant notamment du fait que les Européens se construisent et déploient leur action sous un parapluie otanien en se défaussant sur les États-Unis de toute responsabilité militaire et stratégique. Et ça, c'est une critique qui, encore au jour d'aujourd'hui, marque très structurellement et très clairement les débats et les lignes de clivage et les analyses sur la perception de l'Union européenne comme une puissance ou pas. Vous avez certainement, si vous suivez l'actualité française, européenne, constaté, par exemple, au cours des derniers mois, l'émergence ou la réémergence plutôt des débats en France et dans l'Union européenne autour de la dite autonomie stratégique européenne, un concept qu'on voit beaucoup apparaître dans les médias ces derniers mois. Eh bien, vous avez là la dernière matérialisation en date de ce débat finalement qui a structuré l'ensemble de la construction européenne, à savoir, n'y a-t-il pas eu historiquement une déconnexion entre d'une part la construction européenne et d'autre part les enjeux sécurité, défense, militaire, etc. Une rupture, une division auquel la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne tentent timidement de répondre depuis maintenant presque 2 décennies. Dans ce qui rend peut-être difficile ou délicat
l'émergence d'une puissance européenne et qui est symbolisée par ce dessin où chacun de ces petits bouchers-là est un État membre de l'Union européenne qui cherche à dépecer la pète européenne. Je veux vous faire réfléchir ici sur le potentiel et la possibilité de devenir une puissance pour une Union européenne à travers laquelle chacun cherche à défendre ses propres intérêts, son propre point de vue. Bien entendu, les débats sur le Brexit, à la fois en amont du référendum de 2016, mais aussi depuis, sont venus de façon un peu archétypale à résumer cette approche un petit peu utilitariste de la construction européenne, mais ça vaut aussi dans le rapport de l'Union européenne à la puissance. Posez-vous la question, posons-nous la question, peut-on envisager, peut-on parler d'une Europe puissance si une partie des États membres n'ont après tout pas ce projet-là pour l'Union européenne? Peut-être que certains États membres, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, ne partagent pas cette vision, ce fragment de discours et de vision politique récurrent côté français d'une Europe puissance, ce qui ne fait pas forcément d'eux de mauvais États membres de l'Union européenne, mais en tout cas, ce qui nous rappelle que cette Europe puissance n'est pas forcément un objectif partagé par l'ensemble des États membres et que dans cette construction européenne, et notamment dans l'action extérieure de l'Union européenne, eh bien, chaque État membre vient chercher ou défendre ses propres intérêts, ses propres visions. Je vous ai mis pour terminer cette première grosse partie, les autres seront un petit peu plus synthétiques et rapides, je vous le promets. Ce petit dessin de Plantu qui date de l'intervention française au Mali en janvier 2013. Et ce dessin synthétisé montrait l'intervention militaire française et puis la difficulté des autorités françaises à trouver des relais, des soutiens dans cette intervention militaire. Et bien sur ces débats, sur ces enjeux et sur ces concepts d'Europe puissance, dont on vient là d'aborder plutôt la partie théorique académique, et bien dans sa dimension de discours politique, il y a, même si les choses changent un petit peu, historiquement une surreprésentation, un surinvestissement du concept d'Europe puissance côté français qu'on ne retrouve pas forcément chez nos partenaires européens. Les choses changent un petit peu, je dois avouer. Si vous regardez, par exemple, dans les discours des représentants de l'Union européenne pour la politique extérieure, les deux derniers notamment, dans les discours de certains de nos homologues européens, le concept de puissance, d'Europe puissance, commence petit à petit à se déployer aussi dans des discours diplomatiques et politiques non hexagonaux, non francophones. Ça, c'est une évolution récente qui mérite d'être relevée et qui contraste avec la situation qui prévalait par le passé, où, à part de très rares exceptions près, les Français étaient quasiment les seuls à mobiliser ce concept d'Europe puissance comme une sorte d'horizon naturel, prédictif de la construction européenne. Alors, il y a une question, deuxième partie, on a parlé de puissance jusqu'à maintenant de façon un peu générique, un peu générale, sans chercher vraiment à comprendre ce que ces différents auteurs, alors on l'a fait un petit peu au détour de la puissance civile et des réfutations un peu catégoriques comme celle de Edley Bull, pour porter un regard critique, dans le sens intellectuel du terme, hein, pas forcément dans le sens contradictoire, sur ce concept d'Europe puissance et sur ce qu'il représente comme fragment de discours politique. Il y a une question qu'il faut que vous vous posiez, qu'il faut que l'on se pose. Alors ça, vous l'avez déjà abondamment fait, j'imagine, dans vos cours de sciences politiques ou de relations internationales, qui est celle de ce qu'on entend par puissance. Qu'est-ce que la puissance aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui pour l'Union européenne? Qu'est-ce que cela veut dire pour un acteur pour la France ou pour l'Allemagne ou pour les États-Unis ou pour un acteur comme l'Union européenne qu'être puissant? Alors, je ne vais pas vous résumer, enfin, je n'ai pas la prétention de vous faire un cours sur la puissance ici, mais juste pour résumer à l'extrême en une minute, la puissance s'entend parfois comme la capacité à imposer son point de vue aux autres,
capacité à imposer ses intérêts, y compris par la force, y compris par la destruction, dans une vision très classique de la puissance que vous retrouvez dans l'école réaliste des relations internationales, que vous retrouvez chez Raymond Aron, par exemple, aussi, en ce qui concerne la science politique française francophone. Cette vision, c'est une première vision, une définition classique de la puissance. Je suis puissant si j'arrive à imposer mon point de vue, à imposer ma volonté aux autres, y compris en ayant recours à la force. Alors, vous voyez, à travers on va discuter ensemble de la façon dont l'Union européenne répond plus ou moins à ces différentes définitions de la puissance. Une autre définition du statut ou de ce que permet la puissance, c'est à l'inverse la capacité d'un acteur à disposer de marge de manœuvre. À l'inverse, la capacité à ne pas avoir son point de vue, ses politiques, dictées par d'autres. Je suis puissant non seulement si je peux faire triompher, imposer mon point de vue aux autres, mais à l'inverse aussi si je peux conserver mes marges de manœuvre et mener les politiques, la diplomatie que je souhaite sans que celle-ci ne me soit dictée par une autre puissance, par une autre coalition d'acteurs. Troisième manifestation de la puissance, qui est peut-être un petit peu plus subtile et qui correspond, on va le voir, peut-être plus à ce que peut faire l'Union européenne. Être puissant, c'est aussi être en capacité de structurer son environnement international. C'est-à-dire les définitions très classiques de la puissance, je suis puissant si j'arrive à imposer mon point de vue ou à ne pas avoir mon point de vue imposé par d'autres, définissent une capacité des acteurs à opérer au mieux dans le monde tel qu'il est. Mais la puissance est aussi ce qui permet à des États ou pourquoi pas des organisations comme l'Union européenne, eh bien, non pas seulement de tirer leur épingle du jeu dans le monde tel qu'il est, mais aussi de modifier finalement cet environnement international. Regardez par exemple la façon dont, à travers la mise en place du système de l'ONU, des accords de Bretton Woods, etc., les États-Unis ont, imparfaitement dans le contexte de la guerre froide, mais ont commencé à mettre en place un système international qui leur correspondait et qui était dans leur intérêt. Donc ça, c'est aussi une manifestation de la puissance aujourd'hui qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, quels sont les critères qui permettent d'accéder à cette puissance? Vous les connaissez aussi bien que moi, hein, ils sont nombreux, ça peut être la démographie, ça peut être l'économie, ça peut être la force militaire, ça peut être des critères plutôt d'ordre politique, idéologique, etc. Alors, au regard de ces manifestations ou ces critères de puissance, comment essayer de penser l'Union européenne d'aujourd'hui? Est-ce que l'Union européenne, par rapport à ces définitions, à ces critères, est une puissance ou pas? Est-ce qu'elle a un potentiel de puissance inexploité ou pas? Alors, très rapidement, on peut, dans un premier temps, si l'on se réfère à des critères un peu bruts de puissance, comme la démographie, par exemple, même si l'Union européenne, avec le Brexit, a été amputée de nombreux habitants de ce point de vue-là, mais on peut considérer, je vous ai mis un exemple hein, parmi d'autres, on peut considérer que l'Union européenne est une puissance commerciale, par exemple, parce qu'elle est, alors ça peut varier d'une année sur l'autre, mais tendanciellement le deuxième importateur et le deuxième exportateur au monde ces dernières années. On peut aussi considérer qu'elle est une puissance économique si on compare son PIB, le PIB de l'Union européenne ou de la zone euro, aux autres grandes puissances internationales. Donc d'un point de vue un peu arithmétique, si l'on prend de façon un peu bête et méchante les différents critères de puissance, on peut trouver beaucoup de rationalité, beaucoup de justifications qui tendent à montrer que l'Union européenne peut être une puissance de par ses critères bruts de puissance. C'est le cas aussi. Alors, je vous ai mis cette photo-là, je l'utilise beaucoup en cours. On n'a pas trop le temps d'insister là-dessus. C'est une photo qu'à titre personnel, je n'aime pas du tout. Mais parce qu'elle véhicule beaucoup de clichés. Et le message, c'est une photo que j'ai prise sur le site de la Commission européenne. Donc c'est une photo de communication institutionnelle et politique à travers laquelle voilà, ça donne l'image d'une Union européenne qui est une puissance protectrice
vis-à-vis des autres, mais je trouve qu'il y a énormément de clichés dans cette photo et je l'utilise souvent en cours avec des jeunes comme vous pour faire une séance de déconstruction de clichés et une séance d'analyse de communication politique européenne. Et c'est à ce titre-là que je voulais vous la glisser dans ces supports. Et puis pour introduire un autre exemple de critère qui peut montrer que d'un point de vue arithmétique, en tout cas, l'Union européenne est une puissance. Si l'on prend des critères un peu plus de puissance civile, une fois de plus, comme la coopération et l'aide au développement, eh bien voilà un exemple de statistique que vous pouvez voir fréquemment passer, qui montre que l'Union européenne se situe au premier plan des acteurs internationaux dans certains des registres de l'action internationale qui certes ne sont pas des registres de puissance au sens classique du terme, ceux qui permettent par exemple d'imposer son point de vue aux autres, mais qui sont de vrais leviers d'action dans un monde où la puissance consiste aussi à structurer son environnement international, à le faire évoluer pour le mieux dans le sens souhaité par les acteurs européens. Alors, petite précision, mais je pense que vous le voyez sûrement vous-même, lorsque vous êtes confronté à et ça peut être vrai sur les questions commerciales comme sur les questions d'aide au développement ici ou sur les questions des statistiques de dépenses en matière de défense. Il faut toujours que vous soyez très vigilants, que nous soyons très vigilants à l'égard des agrégats statistiques utilisés. Parce que, par exemple, ces statistiques sur l'aide au développement agrègent l'aide au développement qui est fournie au niveau de l'Union européenne en elle-même, pilotée par la Commission européenne, qui est l'institution centrale à l'échelle européenne pour ces politiques-là, mais agrégée avec les dépenses en matière de coopération et de développement des États. Alors là, il y a une question à se poser. Est-ce que si l'on pense cela comme un outil d'influence ou de puissance de l'Union européenne, est-ce qu'il ne faudrait pas ne regarder que ce qui se fait au niveau de l'Union européenne et séparer de ces statistiques ce qui se fait, les programmes pilotés en commun par la Commission européenne et puis ce qui se fait au niveau des États membres. On retrouve parfois la même difficulté, on va en reparler dans une minute, lorsqu'il est question des débats sur les dépenses militaires dans l'Union européenne, où finalement agréger simplement l'ensemble des dépenses militaires des États membres de l'Union européenne ne veut pas dire grand-chose en termes de capacité de puissance que cela pourrait procurer pour l'Union européenne. Toujours est-il que vous avez là, à travers ces exemples, des exemples de la façon dont on peut utiliser, regarder les critères classiques de la puissance et puis les comparer à ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Alors, je vous l'ai fait sur le commerce et le développement, mais vous pouvez le faire aussi sur d'autres critères comme le PIB, le nombre de représentations diplomatiques à l'extérieur, par exemple, qui est aussi un critère de puissance, pourquoi pas. Dans ce petit jeu, il y a dans les critères de puissance un critère qui très fréquemment est mentionné comme faisant défaut à l'Union européenne, qui est le critère un peu militaire, ce critère de la puissance au sens classique du terme. Rappelez-vous, c'était l'une des critiques un peu frontales faites par Ed Bull pour réfuter, pour dire que la puissance civile européenne, il y avait une contradiction dans les termes. Eh bien, cette critique consistait à dire que l'Union européenne ne pouvait pas, enfin la CE à ce moment-là, et l'Union européenne aujourd'hui ne pouvait pas être une puissance parce qu'elle ne détenait pas le principal critère de puissance, le critère ultime de puissance. Alors, la critique est à la fois justifiée et un petit peu faible dans sa capacité à rendre compte de l'action internationale de l'Union européenne et du rôle de l'Union européenne. La critique est justifiée si l'on regarde, par exemple, les dépenses militaires de l'Union européenne. La plupart des États membres de l'Union européenne dépensent entre 1 et 2% de leur PIB en matière militaire. Les dépenses militaires conjuguées, alors j'aime pas trop les statistiques et les chiffres, donc je vais essayer de pas ni de me tromper, ni d'en abuser. Les dépenses militaires collectives des Européens s'élèvent autour de 280 milliards de dollars. Mais là encore, cela ne veut pas dire grand-chose parce qu'il s'agit de dépenses faites au niveau des États et qui servent à constituer des armées nationales et non pas, on en reparlera un petit peu plus tard, une hypothétique armée européenne. Et puis se pose la question, alors ça j'aimerais bien que vous vous la posiez, mais je n'ai surtout pas de réponse à vous imposer selon vos propres points de vue, selon les courants d'analyse auxquels vous vous rattachez, de l'importance et la pertinence du critère militaire dans ce qui fait la puissance ou l'influence d'un acteur international aujourd'hui. Si vous suivez l'actualité, si vous suivez les débats à la fois politiques et académiques, vous pouvez voir qu'il
il existe des réponses très contrastées à cette question-là. Est-ce que le critère militaire aujourd'hui constitue encore ou à nouveau un des critères, si ce n'est le critère central déterminant de ce qui constitue la puissance des États ou d'un acteur international comme l'Union européenne? Je n'ai surtout pas de réponse toute faite à vous imposer, mais en tout cas, c'est une question qui me paraît nécessaire que vous gardiez à l'esprit. De même, d'ailleurs, pour les dépenses en matière de coopération et de développement, etc. Une fois de plus, la puissance est quelque chose de relatif et évolutif. Ce qui fait la puissance d'un acteur international aujourd'hui n'est pas forcément ce qui fera sa puissance dans 10 ou 20 ans. Et donc, dans vos réflexions personnelles sur le rapport de l'Europe à la puissance, essayez de les alimenter d'une réflexion, de vos points de vue personnels sur voilà, quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui la puissance? Est-ce que c'est plutôt la capacité d'imposer, la capacité de conserver des marges de manœuvre, la capacité à structurer son international? Qu'est-ce qui fait cette puissance? Est-ce que c'est plutôt l'économie, la diplomatie, la culture ou la défense? Et à partir de là, construisez vos propres réflexions, votre propre évaluation sur à la fois le potentiel de l'Union européenne et puis concrètement ce qu'elle représente ou ce qu'elle fait ou pas en matière d'action internationale. Alors, si le secteur de la sécurité et de la défense, le militaire, a constitué pendant longtemps un peu le point de clivage, le point d'attaque, la faiblesse du projet européen et de l'Union européenne en matière de puissance, dans l'éventail des critères de puissance, est-ce encore le cas aujourd'hui ou pas? Et quelle perspective peut-on tracer? Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant pour les gens de votre génération, mais pour les observateurs de ma génération, et c'est pour ça que je vous ai mis ce petit rappel sur Mostar, le traité de Maastricht, etc., en lancement de ma séance, voir une Union européenne mener des opérations de gestion des crises et de maintien de la paix sur le continent africain, voir une Union européenne dotée d'une agence européenne de la défense, d'un plan d'action en matière de défense européen depuis 3-4 ans, d'un service européen d'action extérieure, le SEAE, qui se met en place depuis 2010, constitue de réelles avancées qui, par exemple, et sans fausse modestie, contredisent complètement ce que j'avais écrit à votre âge dans mon mémoire de master de relations internationales. J'étais alors témoin des conflits dans l'ex-Yougoslavie. J'observais les premières années de mise en œuvre de la PESC en les testant à l'aune du conflit yougoslave, et j'avais de façon extrêmement prétentieuse, extrêmement pompeuse et complètement erronée au regard de ce qui s'est passé depuis. Je m'étais avancé un peu trop, donc ne le faites pas dans vos propres travaux. J'avais souligné l'impossibilité de finalement ce qui s'est produit au cours des 15-20 dernières années, ce déploiement de missions, d'opérations communes de l'Union européenne que vous voyez sur ce visuel ici. Petite anecdote aussi à ce sujet, cette carte ne représente pas les opérations de l'Union européenne en Afrique, mais les opérations européennes dans le monde. Alors vous voyez quand même, il y a une concentration géographique particulière que je souligne parce que là encore, quand j'étais un tout petit peu plus âgé que vous, mais à peine, tout jeune analyste au sein de l'IRIS, l'une de mes premières consultances, l'un de mes premiers travaux de recherche opérationnelle qui m'était commandé, c'était au moment où ce qui était à l'époque la PESD, la politique européenne de sécurité et de défense, qui est devenue depuis la politique de sécurité et de défense commune. Lorsque celle-ci était lancée, les avants se demandaient mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant en termes d'opérations, de projets, etc. Et j'avais mené une série d'entretiens dans des capitales européennes et notamment des pays qui constituaient des pays qui étaient des pays militairement non alignés. C'est une manière polie de reconcevoir la neutralité dans le monde de l'après-guerre froide. Et je me souviens d'un entretien au ministère suédois des Affaires étrangères où la personne m'avait dit ce que l'on ne veut pas, si on a une ligne rouge que l'on ne veut pas franchir, c'est nous retrouver embarqués dans des opérations militaires françaises en Afrique. Cet entretien, c'était en 2002. 6 mois plus tard, la Suède participait à l'opération Artemis de l'Union européenne en RDC, la première opération autonome en matière de défense et de gestion de crise de l'Union européenne sur le continent africain, et les Suédois étaient l'un des principaux contributeurs. Donc je fais ces rappels pour vous montrer que dans nos réflexions
sur le rapport de l'Europe à la puissance et sur ces différents critères et définitions de la puissance, il faut toujours, bon, d'une part, contrairement à moi, quand j'avais votre âge, rester modeste, et aussi garder en tête la nature extrêmement évolutive du projet européen. Vérité aujourd'hui n'est pas forcément vérité de demain, et l'histoire récente de l'Union européenne montre une capacité d'innovation, d'adaptation, une certaine malléabilité du projet européen qui laisse entrevoir des possibilités. Alors certes, sur ce critère de puissance qui, une fois de plus, est constitué historiquement l'une des faiblesses de l'Europe dans ses rapports à la puissance, on n'en est pas du tout à la constitution d'une hypothétique armée européenne, même si le concept, une fois de plus, c'est très cyclique, hein. Le concept revient un peu en force ces dernières années, mais néanmoins, de vraies avancées qui, par rapport à la situation qui prévalait lorsque j'avais votre âge, montre une capacité d'adaptation certaine et d'évolution certaine de notre Union européenne. Alors, en guise de dernière partie, et ce sera plus rapide que les deux autres, et ce sera autant pour ouvrir la discussion entre nous qu'autre chose, je voudrais vous reposer la question à ce stade. Alors voilà, vous voyez qu'il y a des auteurs qui, pour certains, ont vu dès le début, à travers la construction européenne, la construction d'une puissance, superpuissance, puissance civile, puissance normative. D'autres qui disent non, c'est pas possible, cet ensemble-là, un regroupement d'États ne constituera jamais une puissance. D'abord parce que les États demeureront les pièces maîtresses du puzzle, et puis d'autre part parce qu'on voit qu'il y a certains registres de puissance, notamment la coercition, la force militaire, etc., avec laquelle cet acteur n'est pas à l'aise. On en revient un petit peu à notre interrogation initiale, finalement, comment tenir compte de ces critiques il y a des vraies faiblesses de l'Union européenne dans ses capacités d'action extérieure, dans sa cohésion, dans sa volonté politique, mais tout en rendant compte, malgré tout, de l'action internationale réelle, du fait que l'Union européenne est incontestablement l'un des acteurs internationaux qui compte dans l'environnement international aujourd'hui. Alors comment rendre compte de cela? Premier point que je voudrais rappeler de ce point de vue-là. Alors j'avais prévu une petite interro surprise, mais on n'a pas les outils et puis on n'a pas l'outil conversation. J'avais prévu de vous demander, ça m'intéressait de savoir en quelques secondes combien parmi vous reconnaissez ce personnage qu'on a pas mal vu dans les médias au cours des derniers jours. Il s'agit de M. Borrell, le représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune. Je vous le montre ici pour insister sur le fait que dans la construction de votre réponse, de votre réflexion personnelle sur ce rapport de l'Europe à la puissance, il faut garder à l'esprit que ce qui existe aujourd'hui, cette politique étrangère et de sécurité commune, cette politique de sécurité et de défense commune, est encore quelque chose en construction. Je ne vais pas vous ressortir un peu cette tarte à la crème de l'Europe qui a le numéro de téléphone, mais il y a un petit peu de ça quand même. Vous voyez qu'à travers ce haut représentant pour la PESC, qu'à travers la création du service européen d'action extérieure, ce service diplomatique européen, eh bien, émergent des structures communes, émergent des institutions qui petit à petit donnent corps à cet acteur européen que, et de début, les observateurs de l'école réaliste des relations internationales dont ils réfutaient l'existence même. Alors cela étant dit, cet acteur européen, il est encore en construction. Il est encore en constitution, vous le voyez au gré des différentes crises, des différents conflits. Et cette poursuite de l'institutionnalisation des relations extérieures de l'Union européenne, cette poursuite de l'européanisation des politiques extérieures des États membres, tant en matière d'économie que de diplomatie, de défense, etc., eh bien, sera l'un des déterminants clés de ce rapprochement ou non de l'Union européenne, du statut de puissance dans les années à venir. J'insiste sur ces dynamiques et ces concepts d'institutionnalisation, d'européanisation, qui vont constituer ou non, l'avenir nous le dira, des leviers du rapprochement de l'Union européenne du statut de puissance.
c'est-à-dire ce transfert progressif des pratiques et des responsabilités des États membres vers le collectif européen. Deuxième paramètre important, alors ça éventuellement je vous laisserai le regarder plus en détail, c'est un petit dessin que j'ai bien aimé qui résume les enjeux de la relation transatlantique au moment de l'avènement de l'administration Biden-Harris. Et qui vous montre un petit peu, alors c'est très compliqué, mais volontairement, il y a tout ce que les Européens doivent faire et tout ce à quoi ils doivent prêter attention pour tirer le meilleur parti de cette administration, sans en négliger, sans en omettre les défis qui vont se présenter. Il ne faudrait pas avoir une vision tout à fait complètement angélique de la relation transatlantique, simplement parce que celle-ci est libérée de l'administration Trump. Je passe ça ici parce que, au-delà de l'européanisation, l'institutionnalisation, l'évolution de la relation transatlantique sera probablement aussi l'un des déterminants essentiels du rapprochement ou non de l'Union européenne du statut de puissance. On l'a vu tout à l'heure dans l'histoire de la construction européenne, ce refus de la puissance, quelque part, que certains ont mis en avant, était lié en partie à l'étroitesse de la relation transatlantique et au fait que sur les questions de défense, les Européens pouvaient parler entre eux et se sentir protégés de par leur appartenance à l'Alliance atlantique. Donc le critère transatlantique est et sera un critère déterminant de l'évolution de à la fois la nature, le périmètre et le niveau de volontarisme politique de l'acteur Union européenne. Le lien transatlantique est un déterminant fondamental de l'action extérieure et du niveau d'ambition de l'Union européenne sur la scène internationale. On a vu par exemple que au moment où les États-Unis ces dernières années se sont unilatéralement retirés de l'accord, le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien, cela a suscité un niveau de réaction, de fermeté de la diplomatie européenne auquel on n'était pas habitué. Là, il y a quelque chose, il y a un comportement, une attitude, des choix de la part de l'administration américaine, qui ont placé les Européens dans une sorte d'obligation de réagir et qui les ont poussés à s'affirmer plus avant sur ce dossier-là. Et on voit comme ça que la relation transatlantique, lorsqu'elle se dégrade, et ça a été le cas, vous le savez aussi bien que moi ces dernières années, eh bien, peut paradoxalement créer un sursaut d'intégration, un sursaut de volonté politique de la part des Européens. Ce qui est un peu plus contre-intuitif, c'est que la volonté, lorsque la relation transatlantique va mieux, lorsqu'elle est moins malmenée qu'elle ne l'a été ces dernières années avec l'administration de Trump, eh bien, cela peut aussi jouer en faveur du renforcement des ambitions européennes. Par exemple, on l'oublie un petit peu. Lorsque le Royaume-Uni, par exemple, s'engage en faveur de l'idée d'une politique commune de sécurité et de défense en 1998 avec Tony Blair, il ne le fait pas vraiment parce qu'il croit en une Europe puissance, mais il le fait en partie pour consolider, pour rassurer la relation transatlantique, avec un allié américain qui voulait aussi que les Européens, quelque part, soient capables d'assumer leurs responsabilités dans des crises et des conflits qui n'intéresseraient pas forcément au premier chef les États-Unis. Et on pensait notamment à ce moment-là à certains contextes balkaniques. Donc la relation aux États-Unis, l'avenir de la relation transatlantique sera aussi un déterminant fondamental de ce rapprochement ou non de l'Union européenne du statut de puissance. Et puis plus largement, le rapport des Européens aux autres puissances, Chine, Russie évidemment notamment, sera un élément fondamental. Pour les Européens aujourd'hui, et je vous ai mis exprès ce petit dessin, se pose la question de la volonté, la capacité de passer d'un comportement international qui, même après l'instauration d'une politique étrangère et de sécurité commune et d'une politique de sécurité et de défense commune, la PESC et la PSDC, tend à être plus à l'aise avec des registres de puissance non coercitive, avec du soft power, qu'avec une attitude relevant davantage de la puissance coercitive et du hard power,
comme illustré sur cette petite caricature. Alors ça, c'est lié à une des spécificités de l'Union européenne, composée de 27 États membres, à savoir que tous ces États membres n'ont pas le même niveau d'extraversion stratégique, n'ont pas la même culture internationale, n'ont pas le même rapport à la coercition, au rapport de force, à l'usage de la force, etc. Et que cela conduit parfois l'Union européenne, dont l'action internationale reste un compromis élaboré ensemble dans le collectif européen, à être un acteur qui peut parfois sembler fuir un petit peu les responsabilités internationales. Et c'est vrai que si vous regardez un petit peu l'actualité des dernières années, vous voyez que si vous prenez la Libye, si vous prenez la Syrie, par exemple, ce sont des États membres individuellement qui sont intervenus lorsqu'il s'agissait d'avoir recours à la force, ou qui parfois l'ont fait dans le cadre de l'OTAN, mais pas l'Union européenne en tant que telle, qui de son côté, est intervenu, mais sur des registres relevant davantage de la stabilisation post-conflit, de la puissance civile, etc. Et donc ce rapport de l'Union européenne à un environnement international parfois dur, parfois coercitif, où l'usage de la force, malheureusement, est parfois encore à l'ordre du jour, eh bien, déterminera aussi la capacité de l'Union européenne à se rapprocher du statut de puissance. Il y avait, quand j'avais un tout petit peu plus que votre âge, un débat qui avait beaucoup agité la communauté des européanistes et la communauté transatlantique, et notamment autour d'un ouvrage d'un diplomate britannique qui s'appelait Cooper, qui disait dans son ouvrage que les Européens soient une puissance civile postmoderne qui aime traiter les choses par la négociation, le compromis, le droit, c'est très bien. Mais le monde qui nous entoure est une jungle. Et lorsque nous opérons dans la jungle, nous devons opérer avec les lois de la jungle. Et c'est un petit peu ce que résume ce dessin-là, qu'une Union européenne qui, qu'elle le veuille ou non, et tout en ayant le mérite de sa puissance civile et de sa puissance normative, doit parfois, peut-être, mais ça c'est un débat que j'aimerais bien avoir avec vous, je suis curieux d'entendre votre point de vue de ce point de vue-là, et bien être capable d'opérer avec les lois de la jungle lorsqu'elle agit dans cette jungle. Reste que si l'on regarde les États membres, ce qu'ils sont capables de faire, de proposer, ça aussi c'est un petit dessin qui était paru au moment de l'intervention militaire au Mali en janvier 2013. Eh bien, les États membres de l'Union européenne, sur ces questions-là, restent hétérogènes à la fois dans leur capacité, dans leur volonté, dans leur rapport à la force. De façon un petit peu cliché, vous me le pardonnerez, un petit peu caricaturale, ce dessin nous rappelle que confrontés à une même crise, confrontés à un même conflit, eh bien parfois les États membres ne réagissent pas de la même façon, n'ont pas la même réponse et ne perçoivent pas forcément les outils appropriés comme étant les mêmes. Là où un État membre comme la France, par exemple, va considérer que une intervention militaire est peut-être une réponse appropriée, eh bien d'autres États membres vont considérer que des registres relevant davantage de la puissance civile, la coopération, le développement, la prévention des conflits, etc., sont à privilégier. J'avance un petit peu, j'en ai plus que pour 5 ou 10 minutes parce que je voudrais vraiment qu'on ait un temps d'échange significatif. Je suis curieux de vous entendre aussi. Je vous ai mis cette petite carte. C'est une carte de l'intégration régionale en Afrique. Voilà, c'est un de mes sujets, c'est un des sujets qui m'intéresse aussi dans les relations extérieures de l'Union européenne, mais je vous l'ai mis ici pour vous faire réfléchir sur cette troisième dimension de la puissance, qui est la capacité à structurer son environnement international. Les doutes, les incertitudes que j'ai évoquées au cours des 10 dernières minutes sur le rapport de l'Union européenne à la puissance, à travers l'exemple de la force armée, de la puissance coercitive, etc., répondent aux définitions de la puissance que j'avais évoquées comme étant la capacité d'imposer, etc. Mais on a vu une Union européenne aussi, au cours des 2 dernières décennies, qui était capable de contribuer à des évolutions de l'environnement international. Par exemple, l'émergence d'un ordre international régionalisé, c'est ce que j'ai voulu symboliser avec cette image, la mise en place de partenariats internationaux, interrégionaux
entre l'Union européenne et l'Afrique, entre l'Union européenne et le Mercosur, etc., qui sont des exemples de ce que l'Union européenne est capable de faire dans un exercice de la puissance ou de l'influence qui est un petit peu spécifique, qui est différent, qui ne correspond pas au schéma classique réaliste de la puissance, mais qui relève de la puissance si l'on définit la puissance comme la capacité aussi à influencer, à structurer son environnement international. Et on a là un exemple, ces partenariats interrégionaux, cette régionalisation du monde. On pourrait y adosser aussi des processus multilatéraux comme l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, comme la création de l'OMC, etc., qui constitue une marque de fabrique de l'Union européenne et un vrai levier de puissance de l'Union européenne, qui certes ne correspond pas au schéma classique de la puissance, mais qui montre une capacité collective des Européens à influencer sur leur environnement international pour que celui-ci soit le plus conforme possible à leurs intérêts et à leur façon de voir les choses. Alors vous avez le droit de me dire, et j'espère qu'on pourra en discuter ensemble, hein, qu'au regard des dernières années, cet environnement international à l'européenne, fonctionnant sur la diplomatie, le droit, le multilatéralisme, a été sérieusement malmené sous les attaques non pas conjuguées, mais simultanées des États-Unis, de la Russie, de la Chine notamment. Mais en tout cas, c'est aussi l'un des acquis de ce que sait faire l'Union européenne dans son action internationale. Alors, il n'en demeure pas moins que on restera, et c'est ce que j'en termine presque avec ce petit dessin, que l'Union européenne reste très paradoxale du point de vue de son rapport au monde et du point de vue de la puissance de son action internationale. Et je voudrais partager avec vous, mais je suis tout à fait preneur de vos points de vue contradictoires, ce qui reste pour moi une vraie interrogation. Ça a été mentionné par votre collègue en présentation de mon ouvrage, c'était la conclusion de ma thèse et de l'ouvrage. Est-ce qu'il n'y a pas, avec tout ce qu'on vient de voir là, ces vrais acquis de l'Union européenne du point de vue de la puissance, mais aussi ces vraies contradictions, ces vraies limites, est-ce qu'il ne subsiste pas une sorte de décalage entre cette difficulté de concevoir ou de percevoir l'Union européenne comme une puissance et la mobilisation politique, médiatique, discursive de ce concept d'Europe-puissance comme celle que l'on voit se déployer en ce moment dans les médias français à chaque intervention de nos responsables. Alors, l'hypothèse que j'ai formée dans mon ouvrage, que je souhaiterais vous soumettre, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et de la contester, et je suis très preneur de vos points de vue contradictoires, c'est que ce concept d'Europe-puissance, au final, agit comme une sorte de mythe utile dans la construction européenne. Il ressurgit à chaque moment où il faut relancer la construction européenne, retrouver du sens à la construction européenne, mobiliser une opinion publique française qui parfois peut être en proie au doute quant à l'intérêt et la pertinence du projet européen. Et on voit qu'il reste difficile. Ça ne va pas forcément de soi, même au jour d'aujourd'hui, malgré tous les progrès et toutes les évolutions réelles de l'Union européenne comme acteur international. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas évident encore aujourd'hui de parler de l'Union européenne comme une puissance. Néanmoins, parler de l'Europe comme une puissance, énoncer ça comme un horizon, eh bien, peut avoir comme vertu justement de montrer un horizon, de montrer un objectif à atteindre, dont on ne sait pas s'il sera atteint un jour, qui sera peut-être jamais atteint, mais qui a au moins pour vertu de montrer ce vers quoi peut tendre la construction européenne. Plus d'institutionnalisation, plus d'européanisation, plus de coopération, plus d'habitude de mise en commun des compétences, etc., entre Européens, qui ne débouchera peut-être jamais sur une puissance au sens classique du terme, mais dont l'énoncé de ce mythe utile, l'Europe-puissance, aura peut-être au moins permis de faire avancer le projet européen, de mettre en place des nouvelles choses dans l'intérêt des citoyens de l'Union européenne et des États membres. Dernier point avant qu'on puisse discuter, restons modestes et attentifs dans nos analyses un petit peu prospectives sur l'Union européenne. J'aime bien ce petit dessin
qui montre un climat qui était un petit peu catastrophiste, un petit peu pessimiste au moment du référendum sur le Brexit, où on parlait, et moi-même je l'avais fait dans un article, de déseuropéanisation, d'implosion de l'Union européenne, avec, il y a eu la crise de la zone euro autour de la Grèce, il y avait eu ensuite le Brexit. Et puis j'aime bien ce petit dessin qui nous montre ce petit domino britannique qui sort de l'Union européenne et puis qui, se retournant, s'aperçoit qu'il est le seul à être sorti, et qui prononce un gros mot que je m'interdirai évidemment de prononcer devant vous par politesse. Mais j'aime bien ce petit dessin qui nous invite une fois de plus à prendre du recul, à nuancer, à recontextualiser historiquement les choses, et à ne pas plonger ni dans un excès d'optimisme ni de pessimisme quant à l'état de l'Union européenne dans son ensemble, et puis son rapport à la puissance de façon plus précise. Voilà, j'en ai terminé. J'ai parlé un petit peu plus que ce que j'avais prévu, tout en ayant l'impression de ne pas avoir dit grand-chose et de ne pas avoir dit assez par rapport à ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais je suis à votre écoute. Alors, je ne sais pas comment on va fonctionner de façon précise, mais je suis à votre disposition. En tout cas, je suis très preneur, alors pas forcément de questions, mais d'échanges, de points de vue, de partage dans les 40 minutes qui nous restent avec vous. J'espère ne pas vous avoir trop endormi. La multiplication des réunions, des cours en ligne peut avoir des effets parfois un peu soporifiques. Donc j'espère que tel n'a pas été le cas, ou tout du moins pas encore. Et puis, je suis à votre disposition. Je vous écoute, vos points de vue, vos témoignages, vos interrogations m'intéressent au plus haut point. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nivet, pour cette conférence très intéressante et enrichissante. Par rapport à l'échange que vous venez d'évoquer, pour tous les étudiants, vous pouvez, comme ce matin, lever la main sur Zoom, comme ce matin, et donc on vous interrogera, on vous donnera la parole, et donc vous pouvez poser des questions, échanges, tout ce que vous voulez. Donc si c'est le cas maintenant, allez-y, ou sinon on va commencer par une question de notre côté. Je sais pas si... Vas-y. Je vais commencer alors à vous poser une question. Dans un numéro d'ARES, la revue du Centre d'études de défense et de sécurité internationale de Grenoble, Daniel Collard rappelait un problème fondamental dans la manière de percevoir l'Europe. Il y a en effet deux conceptions de l'Europe, celle de l'Europe puissance, globale, complète, donc le modèle franco-allemand, et celle de l'Europe marché, refusant les responsabilités internationales en s'abritant derrière les États-Unis dans le cadre atlantique. Du coup, nous nous demandions si vous partagiez ce constat. Alors, je me suis toujours méfié des analyses définitives ou trop rigides du rapport des États membres à la puissance pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou à l'Union européenne plus largement. Il y a par exemple dans les débats français une opposition classique qui a souvent été faite entre une Europe dite espace, entre Europe-espace d'un côté et Europe-puissance de l'autre. Certains disant, voilà, il y a certains États membres qui ne veulent qu'un Europe-espace, qui serait un marché, éventuellement une puissance économique, pourquoi pas, mais qui ne serait pas une puissance, et d'autres, la France notamment, qui souhaiterait une Europe puissance. Je pense qu'il y a 50 nuances of Power Europe, il y a 50 nuances, peut-être 27 nuances de rapport, d'attente à l'égard de l'Union européenne, et que les choses sont un peu plus nuancées que cela, d'une part. Et on peut avoir des États membres, par exemple, qui, dans un dossier, dans une crise, vont avoir un niveau d'engagement, d'attente important à l'égard de l'acteur diplomatique ou international européen, et qui, dans d'autres crises, sur d'autres dossiers, vont avoir moins d'attente. Si l'on prend par exemple les pays d'Europe centrale et orientale, qui ont rejoint pour la majorité d'entre eux l'Union européenne en 2004, ils ont longtemps été un peu stigmatisés, notamment en France, comme étant des États membres qui ne partageaient pas cette ambition d'une Europe puissance. Eh bien, on voit néanmoins que sur des dossiers comme le rapport à la Russie, par exemple, sur des dossiers comme le conflit en Ukraine, eh bien, ces États membres ont joué le jeu du collectif européen, ont été utiles dans l'appréhension de ce dossier-là par le collectif européen, là où ce qui tend à montrer à nuancer un peu cette critique qui leur
qui leur était faite. Alors, et puis deuxième critique un petit peu là-dessus, c'est que une fois de plus, les positions des États membres peuvent s'adapter. Pas forcément de façon radicale, mais l'exemple de la Suède que je vous mentionnais tout à l'heure, moi, ça m'avait marqué quand j'avais un petit peu plus que votre âge. Voir la Suède être l'un des principaux contributeurs à une opération de gestion de crise de l'Union européenne, mais essentiellement pilotée par la France et staffée par la France en RDC, une opération assez robuste, en plus assez compliquée. Voilà, ça a renversé pas mal de préjugés, de clichés sur ce que l'Union européenne, ce que certains États membres de l'Union européenne étaient perçus comme ne pouvant pas faire ou ne faisant jamais dans l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut, si l'on veut croire en cet avenir, en cet horizon, qui va peut-être se repousser au fur et à mesure où on le rapproche. Hein. C'est pour ça que je parlais de leur puissance comme une sorte de mythe utile. C'est une sorte d'horizon, un avenir un peu fictif, mais dont on essaye de se rapprocher parce que ça nous permet d'avancer. Eh bien, peut-être que cette Europe puissance ne se matérialisera jamais dans sa totalité ou de façon irréfutable, mais en tout cas, gardons quand même à l'esprit que oui, il y a des lignes de clivage entre États membres, oui, il y a des cultures stratégiques différentes, oui, tous les États membres n'attendent pas la même chose de l'Union européenne, c'est évident. Les États membres ne sont pas tous rentrés dans l'Union européenne en y cherchant les mêmes intérêts, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'États membres qui, on voit des républiques baltes, par exemple, des pays baltes, qui participent à des opérations de maintien de la paix de l'Union européenne en Afrique. Ça aurait été tout à fait inconcevable il y a 15 ou 20 ans. Si j'avais écrit ça dans une de mes premières études pour les autorités françaises, on m'aurait pris pour un fou. Donc, gardons à l'esprit que cette dichotomie entre une Europe marché et une Europe puissance, elle rend compte de l'existence d'attentes différentes à l'égard de l'Union européenne, c'est vrai, d'ambitions stratégiques hétérogènes entre pays membres de l'Union européenne, c'est vrai, mais n'enfermons pas les États membres dans des boîtes, des catégories toutes faites et trop rigides, trop perméables les unes les autres. Et puis on peut voir un même pays, et l'exemple de l'Allemagne est à mon avis assez intéressant de ce point de vue-là que vous avez mentionné, avoir un peu des cycles ou des périodes différentes. L'Allemagne a été un pays que l'on qualifie en France de très atlantiste pour des raisons historiques évidentes liées à l'histoire de la guerre froide, un pays qui s'interdisait constitutionnellement d'intervenir en dehors de ses frontières jusqu'à une période récente, là encore pour des raisons historiques, et qui est devenu un acteur tout à fait constructif, important de la politique de sécurité et de défense commune. Donc voilà un exemple d'évolution qui peut être importante. Après, on a vu, il y a une petite période, après, notamment autour de l'opération au Tchad, RCA, une période un petit peu de reflux de cet engagement, de cette implication de l'Allemagne dans ces dimensions-là de l'Union européenne. Et puis depuis, à nouveau, une posture un petit peu plus constructive, un petit peu plus impliquée dans ces enjeux de construction d'un acteur européen, y compris dans les questions de sécurité et de défense. Donc vous voyez que même un même pays peut avoir des périodes plus ou moins, le faisant plus ou moins pencher vers le sens de l'Europe puissance ou vers autre chose. Voilà, j'étais un petit peu long dans ma réponse. Je vous demande de m'en excuser pour qu'on puisse écouter quelqu'un d'autre. Merci pour votre réponse très complète. Avant de donner la parole à Gabriel qui a levé la main, peut-être ce serait bien que vous quittiez le partage d'écran, comme ça on verrait à oui, bien sûr. Sur le salon Zoom. Et puis la photo est quand même pas très... Pour la rediffusion, ce sera moins sexy. Vous pouvez... on aurait pu imaginer un visuel final un petit peu plus optimiste, un peu plus enthousiasmant, effectivement. J'en prends bonne note pour la prochaine fois, je vous remercie. Gabriel, tu peux y aller. Très bien. Est-ce que vous m'entendez du coup? C'est bon? Oui. Super. Alors, bonjour déjà. Comme vous l'avez dit, l'Europe puissance, du coup, ce serait un peu un mythe et c'est un point sur lequel moi, je vous rejoins pas forcément. Et j'aurais deux raisons pour l'expliquer. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Dans la mesure où finalement, on voit comme quoi, même si les Européens sont divisés dans l'urgence, ils arrivent à se rassembler. On l'a vu dans le Brexit, où les Britanniques s'attendaient un peu à pouvoir jouer sur nos divisions pour faire avancer leurs pions dans leur stratégie. Et on est resté unis, même si on a quand même fait des concessions, on est quand même resté assez unis. On a quand même été très efficace et dans une période très courte.
Et ça, c'était dans une urgence du coup politique, mais on a aussi eu le cas du Covid en ce moment même, où on a tendance, dans l'urgence, à vouloir accélérer les choses au niveau sanitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe puissance, même au sens militaire du terme, elle a peut-être besoin justement d'une urgence pour fonctionner? Et je pense que cette urgence, elle n'est pas à un horizon très lointain. Au contraire, moi, je dirais qu'elle est très proche et très réelle, puisque on est quand même dans un monde de plus en plus en conflit. On a quand même une remontée un petit peu de l'influence russe qui essaye de reprendre un peu du terrain. On a l'influence chinoise qui avance également ses pions dans divers endroits du monde. Est-ce que vous ne pensez pas que si l'Europe y est forcée, elle trouvera un consensus? Parce que moi, c'est ce que j'ai l'impression dans diverses crises, et je me demande si au final, l'Europe militaire, ça ne demande pas, enfin, l'Europe militaire au sens d'avoir une puissance européenne un peu plus conséquente, et un projet de puissance d'Europe militaire, elle ne demande pas juste comme quoi elle y soit un peu forcée finalement, et qu'elle n'ait plus le choix pour que ça fonctionne. Et sur ce point-là, est-ce que vous ne pensez pas que du coup, la diversité des stratégies européennes et les différences qui constituent les pays européens sont pas une force plutôt qu'une faiblesse? Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup à prendre dans votre intervention, donc merci beaucoup Gabriel. Je vais essayer de répondre, enfin de saisir les perches que vous tendez, qui sont vraiment très intéressantes, je trouve, en termes d'analyse, de débat et puis d'approfondissement de ce que l'on a pu survoler ensemble dans l'heure qui vient. Alors d'abord, il y a un point vraiment très intéressant et important pour comprendre le fonctionnement diplomatique de l'Union européenne et notamment les petits sursauts d'institutionnalisation et d'européanisation en matière diplomatique, en matière de défense, etc., qui effectivement se produisent un peu par sursaut. Vous avez tout à fait raison. Mais je voudrais un épisode qui moi m'avait marqué et qui va dans le sens de votre analyse. J'ai évoqué tout à l'heure de façon très rapide les divisions des Européens au sujet d'une éventuelle intervention en Irak en 2002-2003. Alors pour vous, c'est de l'histoire des relations internationales. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que tout jeune chercheur à l'IRIS à l'époque, qui regardait un petit peu ces questions diplomatiques et internationales avec l'œil d'un jeune chercheur. Les divisions des Européens à l'époque étaient le niveau, la virulence des propos diplomatiques les uns envers les autres était effarante. Il y avait une division qui était très profonde avec des États membres qui, à l'ONU, par exemple, jouaient les uns contre les autres, les Français et les Britanniques notamment. Donc une division des Européens très virulente. Début d'intervention en Irak, début 2003. Dans la foulée, immédiatement, est lancée la réflexion sur ce qui deviendra la première stratégie de sécurité de l'Union européenne. Donc ce premier document, la stratégie de sécurité de 2003, alors, il y avait eu quelques tentatives, il y avait eu une déclaration sur l'identité à Copenhague au début des années 70, il y avait eu un petit document qui avait été fait au début des années 90 dans le cadre de l'UE, etc. Mais en 2003, et justement parce qu'il y avait eu cette division sur la guerre en Irak, comme une sorte de réaction, on peut pas se fâcher là-dessus, on peut pas se quitter là-dessus en quelque sorte, si vous me permettez l'expression. Eh bien, ces divisions, la violence de ces divisions sur le conflit irakien et la violence des divisions entre les diplomaties européennes ont conduit les Européens à se dire, voilà, on est allé trop loin dans nos divisions, il faut qu'on réfléchisse à ce qui nous unit, à ce que l'on peut faire ou ne pas faire ensemble pour avancer en matière de PESC et puis dans cette PESD, comme on l'appelait à l'époque, qui en était qu'à ses balbutiements, c'est 2000. Helsinki, décembre 99, Nice 2000, donc on n'était encore qu'aux 3 premières années de mise en œuvre de cette politique de sécurité et de défense commune. Donc effectivement, vous avez raison dans les avancées progressives de cet acteur, la consolidation progressive de cet acteur Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, ce sentiment qu'il y a une forme d'obligation de cohésion entre Européens. C'est-à-dire que les Européens n'aiment pas montrer ou n'aiment pas se sentir trop divisés. Et qu'il y a à la fois en interne et en externe des attentes d'une cohérence. Alors, je citais l'exemple de 2003. L'exemple du Covid que vous avez cité me paraît aussi assez intéressant. Parce qu'effectivement, on a vu dans une première phase des fermetures, ouvertures des frontières en ordre complètement dispersé, des mesures sanitaires sans aucune coordination, ce qui, dans un premier temps, a reflété une vraie faiblesse européenne.
une vraie limite, et on a vu l'absence, on a vu éclater au grand jour l'absence d'une Europe de la santé, si on peut s'exprimer de façon comme ça. Mais on a vu aussi depuis comme un peu un sentiment de culpabilité des Européens. Donc, voilà, on peut pas. Il y a une telle contradiction entre ce qu'on a donné à voir dans cette première séquence de la crise du Covid et ce que nous sommes en tant qu'espace de libre circulation des personnes, des travailleurs, et en tant qu'ensemble à la fois économique et politique, que on ne peut pas se permettre d'être aussi divisé. D'où depuis les plans de relance européens en commun, avec pour la première fois des emprunts, des endettements en commun, les commandes de vaccins en commun, etc. Et effectivement, alors ça, on le voit en matière de politique étrangère, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Lorsque les Européens se divisent trop sur un sujet, ça conduit souvent à des petits sursauts d'intégration et de collaboration par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. L'exemple du Covid, à mon avis, peut, pour des gens de votre génération, être une étude de cas intéressante pour des exposés ou des mémoires. L'exemple de la guerre d'Irak en 2003, pour les gens de ma génération, sur les questions diplomatiques, ça a constitué un petit peu un exemple archétypal. On peut en mobiliser beaucoup d'autres. Et c'est l'une des spécificités, effectivement, de l'Union européenne. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer trop, mais que la politique étrangère et de sécurité commune, ça n'est pas l'instauration d'une PESC n'a pas créé une politique étrangère. Une politique étrangère, ça ne se décrète pas. On ne peut pas dire tout d'un coup, on a une politique étrangère à l'égard de la Russie, de la Chine, etc. C'est cette PESC et cette PSDC, moi je tends à les regarder comme des boîtes à outils. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs, des processus qui permettent progressivement un rapprochement des positions communes, une capacité à surmonter les divergences, les différences, etc. Et qui permettent, dans un processus de socialisation entre les diplomaties et les positions nationales, eh bien, de faire émerger ou non, il y a des sujets qui restent des sujets de dissension, eh bien, du consensus entre États membres. Et dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui est assez intéressant à observer, effectivement, sur lequel vous mettez l'accent, qui est il y a une sorte d'obligation de cohésion entre Européens qu'on ne retrouve pas forcément entre d'autres acteurs. Il y avait une autre sur l'urgence, sur les crises, etc. Oui, en particulier sur les questions de sécurité et de défense. Alors ça, je vous renvoie, vous avez probablement des cours sur la construction européenne et sur les théories d'intégration européenne, dans lesquels vous avez vu ça plus en détail. Ça nous interroge sur les drivers, les motivations, les déterminants, de la construction européenne et de ce qui pourrait faire rapprocher l'Union européenne du statut de puissance. Je sens que vous penchez peut-être plus que moi dans un sens que l'autre, Gabriel, mais c'est tout à fait légitime, hein, vous avez tout à fait le droit. Et effectivement, ça nous interroge sur quels sont ces déterminants. Alors certains ont vous trouvez ça dans les théories néo-fonctionnalistes, une vision un petit peu mécanique de spillover. Non, voilà, on va de toute façon se rapprocher du statut de puissance parce que à partir d'un embryon de puissance économique, on a déjà vu le marché commun, donc politique commerciale commune, qui a commencé à donner une puissance commerciale dans les années 60 avec le Kennedy Round, et puis ensuite les premières coopérations et politiques de coopération et d'aide au développement dans les années 60-70 qui ont élargi le spectre de cette puissance civile européenne, et puis ensuite la PESC, puis la PSDC. Donc on voit en quelque sorte un acteur qui se rapproche du statut de puissance par un effet un peu mécanique où chaque intégration un peu réussie en entraîne une autre un peu par excroissance. À cela, d'un point de vue plus intergouvernementaliste, on peut aussi constater que si l'on regarde le lancement de ce qui était à l'époque la PESD à la fin des années 90, au tournant des années 90-2000, on peut l'interpréter de deux façons opposées du point de vue de ces théories d'intégration européenne. On peut considérer que c'est un spillover. Il y avait le marché intérieur, on a mis de la politique étrangère là-dessus, puis on a vu que la politique étrangère sans défense, ça ne marchait pas très bien, donc on a créé des capacités de sécurité et de défense. C'est une interprétation néo-fonctionnaliste de cette émergence d'une dimension sécurité-défense dans l'Union européenne. Si l'on regarde les débats européens des années 90, on voit que les conflits dans l'ex-Yougoslavie ont fait beaucoup pour faire bouger les positions britanniques, françaises notamment, et que si ce fameux compromis franco-britannique de Saint-Malo en décembre 98 a permis d'ouvrir un petit peu une brèche, ouvrir la voie d'un consensus
qui a permis l'émergence d'une dimension sécurité-défense dans l'Union européenne, eh bien, c'est parce que des positions nationales, des intérêts nationaux, gouvernementaux avaient bougé, qu'à un moment donné, il y a une convergence objective d'intérêts qui a permis de lancer ces politiques-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait ce sentiment d'urgence, de nécessité que vous avez mis en avant, Gabriel. Voilà, donc effectivement, obligation de rassemblement, sentiment d'urgence, effectivement, ce sont des choses qui font avancer l'Union européenne, la font avancer dans le sens d'un approfondissement, dans le sens d'une action internationale de plus en plus globale dans son spectre, dans ses registres d'intervention, qui sont plus seulement économiques, mais qui couvrent aujourd'hui tous les différentes politiques d'action extérieure, globale aussi dans son spectre géographique. Si l'on regarde, alors pour vous c'est un peu de l'histoire ancienne, mais la première décennie de mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, la quasi-totalité des actes de cette PESC, les déclarations communes, les positions communes, concernaient les Balkans occidentaux et le Proche-Orient. Il y avait une surreprésentation de ces qui était normal, compte tenu du contexte stratégique de l'époque. On voit aujourd'hui que l'Union européenne est capable, alors parfois c'est un peu du langage diplomatique convenu, mais d'avoir un point de vue sur de plus en plus de zones, de conflits, etc. Donc il y a un élargissement aussi géographique de cette action internationale de l'Union européenne. Alors reste à savoir si ces approfondissements, sous la pression de l'urgence, sous la pression de l'obligation de cohésion, voilà. Est-ce que ça fait avancer, est-ce que ça annonce l'émergence d'une Europe puissance à court terme, ou est-ce que ça ne constitue que des petits sauts de puce vers un horizon qui ne cessera de se reculer au fur et à mesure qu'on l'approche? L'avenir nous dira, Gabriel, donnons-nous rendez-vous dans 15 ou 20 ans pour voir si la réalité nous a donné raison, sachant que si l'on regarde les 15 dernières années, il y a eu tellement de surprises, d'évolutions, qu'il faut rester très, très modeste dans tous les travaux un peu prospectifs sur l'Union européenne. Même s'il y a aussi des tendances lourdes, la relation transatlantique, le rapport entre les États et l'Union, etc. Il y a aussi des tendances lourdes qu'il faut garder à l'esprit. Il y avait une main levée de Timothée, je crois. Oui, vas-y Timothée. Oui, bonjour. En fait, vous avez déjà partiellement répondu à la question au sujet de la politique étrangère, mais voilà, je voulais vraiment vous poser cette question. Il y a 2 ans, il y avait Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker qui avaient rencontré le président chinois Xi Jinping, comme s'il y avait une volonté de créer une politique étrangère européenne. Mais est-ce que ce n'est pas juste une volonté d'être une sorte de contre-puissance face à la puissance émergente chinoise? Et au final, ce n'est pas tant une politique étrangère viable qui va fonctionner sur le long terme et qui est institutionnalisée. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous demander de préciser un tout petit peu votre question? C'est-à-dire, est-ce que la question que vous posez, c'est est-ce que l'Union européenne se constitue comme ou peut ou doit se constituer comme un contrepoids à… En fait, si c'était plus juste un contrepoids ponctuel, ou s'il y avait une réelle volonté de bâtir une puissance étrangère, comme s'il y avait une relation bilatérale en fait, entre l'Union européenne et la Chine. Et est-ce que ça peut durer sur le long terme? Ou alors, est-ce que c'est juste un sommet qui est juste ponctuel, qui ne peut pas durer sur le long terme, car c'est pas assez clair ou c'est pas faisable de traiter de l'Union européenne à la Chine, mais on est encore obligé de faire entre pays membres, donc France avec la Chine ou Allemagne avec la Chine. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Oui, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'avais fait travailler mes étudiants. On avait vu que à l'occasion d'une visite en Europe, le président chinois avait avait volontairement organisé des visites avec tel ou tel dirigeant européen nationaux, tout en ne rencontrant pas, ou alors de façon tout à fait fortuite, les dirigeants européens. C'était une façon pour les autorités chinoises d'envoyer un signal en disant voilà, nous on traite avec l'Allemagne, avec la France, mais l'Union européenne en tant que telle, c'est pas forcément ça notre interlocuteur. Alors là, on retrouve
un biais récurrent chez certains acteurs internationaux, et notamment ceux des acteurs internationaux qui ont une attitude assez classique, une vision classique des relations internationales, à chercher, si et lorsque cela est dans leur intérêt, à jouer plutôt la carte des États membres et non pas celle de l'Union européenne. Parfois, la Russie, les États-Unis, la Chine ont intérêt à converser, à négocier, à discuter avec les États membres pris individuellement, parce que c'est dans leur intérêt, plutôt que d'avoir en face d'eux un acteur unique qui est l'Union européenne. Par contre, et y compris dans le cas de la Chine, et n'en déplaise à nos partenaires géopolitiques et commerciaux, au sein de l'OMC, par exemple, ce n'est pas la France qui défend Airbus, c'est la Commission européenne, c'est l'Union européenne. Au sein de l'organe de règlement des différends de l'OMC, vous ne verrez jamais Chine contre Allemagne, États-Unis contre France, c'est toujours Chine, Union européenne, États-Unis, Union européenne, parce que sur ces questions-là, nous sommes représentés de façon unifiée dans ces grandes enceintes multilatérales. Mais par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que selon les registres d'action internationale, selon que l'on regarde par exemple le commerce ou la coopération et le développement ou la diplomatie, le niveau d'unicité de l'acteur européen n'est pas le même. Sur les questions commerciales, nous agissons en tant qu'acteur unique. Et donc, les puissances tierces, comme la Chine, ont plus de difficultés à jouer la division, à jouer la divergence d'intérêts entre pays européens, parce que de toute façon, là, les Européens, et ça reprend un petit peu de façon exacerbée ce que disait Gabriel, on n'a pas le choix. Même lorsqu'on a des intérêts commerciaux différents, on est obligé de les accommoder, parce que dans le cadre de l'OMC, des négociations bilatérales, on agit en tant qu'acteur unique. Par contre, cette unicité de l'acteur européen, elle est moins automatique, obligatoire sur des enjeux comme les questions diplomatiques, où les États membres conservent leur propre diplomatie, et la PESC est quelque chose qui vient se superposer, s'ajouter, si possible pour le renforcer, aux diplomaties nationales. Si bien que dans ces cas-là, il est plus aisé pour des puissances tierces de jouer plutôt le jeu d'une relation bilatérale avec certains acteurs européens plutôt que l'acteur européen unique. On a vu aussi dans la période récente, alors moi j'ai trouvé ça intéressant, je ne sais pas ce que des jeunes de votre génération en pensent. Sur la question de la Chine, il y a évidemment, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, et une modification des rapports de force qui fait de la Chine l'une des deux peut-être superpuissances du moment et d'un avenir proche. Bon, ça c'est incontestable. Ce qui, pour l'Union européenne, évidemment, invite à repenser la relation à la Chine, à avoir une relation qui est plus une relation de puissance et non pas une relation peut-être que certains ont pu trouver un petit peu trop angélique, un peu trop. Certains ont pu parler de l'Union européenne comme une sorte d'idiot utile de la mondialisation. Il y a peut-être un besoin de la part de l'Union européenne d'affermir, d'oser une relation à la Chine ou à la Russie, peut-être si l'on pense aux événements des derniers jours, qui soit plus une relation de puissance à puissance. Mais on a aussi vu au cours des dernières années, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, ça m'a fait me poser des questions, je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, une Chine qui, sur certaines questions commerciales, environnementales notamment, était presque moins difficile avec laquelle il était presque moins difficile de discuter, de négocier, y compris sur des sujets de désaccord, que les États-Unis de Trump, par exemple, ou sur les questions commerciales, sur des questions comme le changement climatique. Il y avait une Chine qui, certes, boutait sur ses intérêts, sa propre vision du monde, ses propres faiblesses, limites ou travers politiques que l'on connaît, semblait plus croire au multilatéralisme que les États-Unis de Trump, ou était moins imprévisible en tout cas que ne l'était l'administration américaine. Et alors ça, bon, faut voir un petit peu comment les choses vont évaluer, mais pour moi, ça a été quelque chose d'assez surprenant et d'assez délicat à gérer pour les Européens dans la période récente. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Vous n'êtes pas obligé de me poser des questions, ça peut être un dialogue, un partage plus général. Justement, Marthelène voulait lever la main, elle n'a pas réussi apparemment, mais tu peux poser ta question, Marthelène. D'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais revenir sur une réponse que vous aviez donnée précédemment du coup, à nos chers jurys du Pôle Euro. Donc vous aviez parlé pour justifier un peu d'une difficulté d'une Europe puissance parmi les États membres,
d'attentes différentes. Moi, je me demandais, au lieu d'attentes différentes, est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler, enfin, vous l'aviez déjà un peu énoncé, bien évidemment, mais de capacités différentes, d'une Europe plutôt à 2 vitesses qui a encore un peu du mal à relever le défi de l'intégration du fait des derniers élargissements qui font que c'est quand même délicat d'intégrer tous ces États membres au niveau à des niveaux et des échelles différentes. Et pour un peu illustrer ce cas-là, on avait étudié le conflit au Mali avec le cas de la France qui avait essayé de se décharger un peu de son fardeau avec la mobilisation des Européens, mais qui n'avait pas vraiment été concluante. Et on avait remarqué dans ce cadre-là que, entre guillemets, la capacité de projection militaire de l'Union européenne sera ramenée plutôt à celle de la France et de la Grande-Bretagne. Donc est-ce qu'au lieu de parler tout simplement d'attentes différentes, on peut tout simplement parler d'une incapacité en fait de projection de la plupart des États membres et qui font que la volonté d'une Europe puissance, elle se résume tout simplement aux pays comme la France et la Grande-Bretagne qui, eux, disposent de cette capacité mais qui ne peuvent pas la partager d'un point de vue de l'Union européenne qui n'a pas les mêmes capacités. Merci beaucoup, Marthe-Hélène. Alors, il y avait dans les débats transatlantiques qui avaient agité le début de la décennie 2000, où les Américains accusaient l'Union européenne d'être un acteur un peu angélique, qui voulait projeter de la puissance civile partout, même quand il y avait des conflits qui exigeaient une réponse militaire. Certains avaient dit, mais c'est normal, l'Union européenne, regardez, elle est à court d'outils militaires, et donc c'est normal qu'elle n'en voit pas la nécessité de l'usage finalement, parce qu'elle n'est pas dotée de ces outils-là. Et il y avait eu cette phrase, je crois que c'est dans le petit ouvrage de Robert Kagan, me semble-t-il, mais je ne voudrais pas vous dire d'erreur, sur la force et la faiblesse, qui disait qu'un acteur qui avait un marteau avait tendance à avoir beaucoup plus de clous sur lesquels taper qu'un acteur qui n'en avait pas. Est-ce que votre intervention me fait un peu penser à ça, Marthe-Hélène? C'est-à-dire qu'effectivement, si l'on raccroche ça aux États membres de l'Union européenne, à leur histoire différente en matière d'intervention extérieure, de culture stratégique, d'outils de défense, effectivement, des États membres qui ont une habitude, une culture et des capacités de projection, ça a été le cas de la France, du Royaume-Uni notamment, historiquement dans l'Union européenne, peuvent avoir plus tendance que d'autres à considérer une intervention militaire, l'outil militaire, comme un registre d'action potentiellement légitime et efficace. Et ça, c'est quelque chose effectivement que l'on a vu au cours des 2 dernières décennies, les 2 premières décennies de mise en œuvre de la PSDC dans le cadre de l'Union européenne, ceux des États membres qui ont une culture, une habitude d'intervention extérieure et qui ont conservé une capacité de le faire, ont naturellement plus tendance à considérer la possibilité ou la légitimité de ce type d'intervention-là. Là où ceux qui sont plus dotés d'instruments économiques, financiers, prévention des conflits, ont plus tendance à mettre l'action sur ces registres d'intervention-là. C'est un petit peu le petit dessin que je vous ai mis sur l'intervention au Mali, là où il y a un petit soldat français tout seul dans le désert et puis l'autre qui envoie de la bière, des saucisses, etc. C'est un petit peu ce décalage-là sur lequel ce dessin cherchait à mettre l'accent. Donc vous avez raison dans le fait de dire que l'existence de capacités et de culture, de rapport historiquement différents aux interventions extérieures est l'un des déterminants, c'est l'une des explications qui permettent de comprendre pourquoi face à une même crise, face à un même conflit, eh bien parfois des Européens vont intuitivement considérer qu'une opération de maintien de la paix peut être nécessaire ou légitime ou apporter une partie de la réponse, là où d'autres États membres vont moins avoir tendance à considérer que cela est légitime et plus insister sur d'autres registres d'intervention qui s'apparentent plus à la puissance civile. Par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais aussi rappeler quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui est que dans le compromis franco-britannique de Saint-Malo qui a lancé cette émergence d'une dimension sécurité et défense dans l'Union européenne, l'un des grands points de convergence entre les 2 pays qui divergeaient sur beaucoup d'autres points de vue, sur le rapport à l'OTAN, le rapport à la relation transatlantique, etc. Saint-Malo, c'est un compromis fragile sur la base de divergences et de différences assumées entre les deux pays.
quelque chose qui faisait consensus entre les Français et les Britanniques et qui répond un petit peu à votre remarque, Marthe-Hélène, c'était que les Français comme les Britanniques constataient qu'ils étaient devenus presque les deux seuls pays de l'Union européenne, ou qu'ils étaient restés ou devenus, selon les points de vue, à être capables de participer à des opérations de maintien de la paix en dehors de leurs frontières. Et dans cette émergence d'une dimension sécurité et défense de l'Union européenne, il y avait chez les Français comme chez les Britanniques un espoir que cela permette de rehausser le niveau des capacités européennes, individuelles et collectives, et que cela permette de doter collectivement d'une capacité autonome de gestion de crise. Et l'un des espoirs de cette politique de sécurité et de défense commune, ce n'est pas forcément de constituer une puissance militaire européenne ou une hypothétique armée européenne, mais au moins de faire en sorte que la mise en place de ces dispositifs crée une incitation et permette de rehausser le niveau des capacités et notamment des capacités de projection parce qu'on est plus, vous le savez, dans un contexte où l'usage de la force se fait plutôt en dehors des frontières que dans un contexte de défense territoriale. C'était l'un des grands espoirs de cette politique de sécurité et de défense commune. L'un des espoirs d'ailleurs dont vous voyez qu'il revient un petit peu cycliquement parce que ça a plus ou moins bien marché. La création d'une agence européenne de défense, par exemple, quelques années après le lancement de cette politique de sécurité et de défense commune, a été le signe qu'il a fallu remettre un peu l'ouvrage sur la table parce que ça n'avait pas tout à fait marché. La création d'un plan d'action en matière de défense et l'irruption de la Commission européenne sur les questions de défense au cours des 2 dernières années pour favoriser des investissements communs, etc. C'est aussi une façon d'essayer de favoriser le développement, une montée en puissance des capacités européennes. Donc vous avez raison dans le fait que ces gaps capacitaires, cette hétérogénéité des cultures stratégiques et des capacités peut expliquer pourquoi les États ne s'engagent pas forcément, ne font pas preuve du même volontarisme face aux différentes crises et des conflits. Et cette hétérogénéité est aussi, c'est à la fois une des faiblesses de la PSDC, mais c'est aussi l'une de ces dynamiques, parce que c'est aussi une des raisons d'être de cette PSDC que d'essayer de rapprocher les cultures stratégiques des États membres, de leur permettre de renforcer leurs capacités, etc. Une fois de plus, moi c'est comme ça que j'aime bien essayer de garder un petit peu un regard un peu naïf sur la PESC et la PSDC. Ces politiques sont une fois de plus des processus, c'est-à-dire qu'on peut les juger de façon très sévère. Il n'y a toujours pas d'armée européenne, regardez les Européens par rapport aux 280 milliards de dollars dépensés en matière de défense qu'ils sont capables de faire, c'est ridicule, etc. Certes, mais petit à petit, ces processus permettent de faire converger les pratiques, les normes, les capacités, de construire des éléments de doctrine communs, des points de vue communs, ou au moins des habitudes de discussion, de négociation et de gestion commune des crises. Mais par contre, cela prend beaucoup de temps par rapport aux urgences quotidiennes de la géopolitique que l'un d'entre vous mentionnait tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il nous reste 5 minutes, mais on peut déjà finir. Vous pouvez lever la main ou prendre directement la parole s'il y a des questions. Sinon, il sera l'heure, je pense, de clôturer cette conférence. Non ? Bon, personne. Merci beaucoup, Monsieur Nivet, d'avoir participé à cette conférence. Ce fut très intéressant et merci à tous d'avoir écouté et d'avoir participé. Alors, je voudrais vous remercier, d'abord remercier les organisateurs qui ont déployé beaucoup d'énergie depuis de longs mois pour que ce rendez-vous puisse avoir lieu avec des conditions, vous devinez, qui ont été fluctuantes, délicates, etc. Donc, un grand bravo et un grand merci à vos collègues pour toute l'énergie qu'ils ont déployée pour cet événement. Donnons-nous rendez-vous dans 15 ans, Gabriel, pour mesurer les avancées, les sauts de puce et la capacité de l'Union européenne à force de réagir aux urgences, aux crises, etc., à avoir finalement atteint ou s'être rapproché encore de cet objectif d'Europe puissance. Et puis en espérant pouvoir vous rencontrer à Strasbourg. On m'avait promis une intervention à Strasbourg, on m'avait même fait miroiter une intervention dans l'hémicycle du Parlement européen, donc mon ego était prêt à répondre présent. Il en a pris un coup, là j'interviens depuis mon bureau à la Défense, entre 2 cours, entre 2 réunions Zoom. Bon, la période est ce qu'elle est. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour les quelques échanges qu'on a pu avoir.
en espérant, pourquoi pas, que vos trajectoires ou nos trajectoires respectives nous invitent à nous recroiser pour de vrai cette fois dans d'autres contextes. Donc, merci beaucoup à l'association organisatrice, merci aux collègues de Sciences Po Strasbourg pour leur confiance, et puis merci à toutes et tous, en vous souhaitant de très très bons travaux cette semaine et d'être moins prétentieux que je ne l'étais à votre âge dans vos analyses de l'Union européenne, une fois de plus. Soyez critiques, mais laissez-vous surprendre par cette Union européenne qui finalement, effectivement, et ça pour le coup je rejoins Gabriel, fait preuve d'une résilience et d'une plasticité, d'une capacité d'adaptation aux circonstances qui est assez surprenante et qui est assez exceptionnelle. Voilà, je vais en rester là. Merci à toutes et tous, je vous souhaite de très bons travaux et puis un bon semestre et une bonne année. Merci à très beaucoup. bientôt. Je vais vous demander de rester quelques petites minutes, mais quant aux étudiants, on se retrouve demain matin et merci encore d'être venus. Oui, à 9h. 9h. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.